Allez, là on dirait que ça va, ouais. Vu qu'ils partent pas, très bien. Ça mitraille. J'espère que mon truc va marcher. Il marchait tout à l'heure. Cécile ? Ou Cécile, je sais pas. Merci. Donc, on a répondu au traditionnel quart d'heure toulousain. On va donc pouvoir débuter cette cérémonie des vœux. Tout d'abord, merci à tous et tous d'être venus, nombreux et nombreuses, pour participer à cette cérémonie. Donc, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mais plutôt monsieur, parce que je n'ai pas pu voir Lynn Malric pour l'instant, mais Pascal Bourreau qui représente le président Sébastien Vecini pour le département, mesdames et messieurs les maires et chers collègues de l'ex-IVOM de la Constellation, Véronique Baracono pour Mondonville, Michel Veuillet pour Auxonne, puisqu'il vient d'arriver, il était dans les embouteillages, il n'y a rien de surprenant quand on est à Seille, Patrice Rodrigue de Moselle, et j'excuse ce soir Joseph Carle et Alain Topan qui sont retenus par des cérémonies également de vœux dans leurs communes respectives, Lille de Malric, voilà, qui nous rejoint à l'instant, donc j'ai bien fait de la citer au départ de mes propos. Madame Valérie Morel, représentant Jean-Paul Delmas, maire de Grenade, Madame Alexandrine Mouchet, Katia Zanetti, représentant Chantal Egat, maire de Merville. Monsieur François Chollet, vice-président de la métropole, représentant Jean Limousin, mesdames et messieurs les conseillers municipaux et conseillers métropolitains, mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires et religieuses, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur David Simon, mesdames et messieurs les directeurs des établissements scolaires, Christine Céderac et Yann Montagne pour Léonard de Vinci, et monsieur Sajot devrait nous rejoindre dans la soirée, mesdames et messieurs les enseignants, présidents, représentants du monde associatif, mesdames et messieurs, vos grades, fonctions et qualités, mesdames et messieurs. Et surtout, chers membres du conseil municipal des enfants. Bonsoir. Nous vous souhaitons... Attendez. Ils sont allés un peu trop vite, mais c'est pas grave. Alors, je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir à Sec pour la cérémonie des vœux. Le début de l'année est traditionnellement marqué par ce rendez-vous qui permet de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter ce qui est envisagé sur l'année à venir. Elle permet aussi et surtout de partager un moment de convivialité, toujours riche en échanges et en partage d'expériences. Et par les temps qui courent, nous devons apprécier à juste titre ces instants. Et c'est pour moi aussi l'occasion, voilà, de présenter et de mettre en valeur les jeunes du Conseil municipal des enfants, représentant les établissements scolaires de Léonard de Vinci, de l'Annonciation et du collège de Moselle. Ils ont été élus par leur père il y a tout juste un an, et ils avaient fait leur première sortie officielle à l'occasion des vœux 2024. Depuis 12 mois, ils ont travaillé, se sont investis dans leurs fonctions, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais maintenant leur laisser la parole pour qu'ils puissent nous présenter leurs travaux et leurs vœux pour 2025. Bonsoir. Nous vous souhaitons une bonne année à tous et à toutes et à tous. Nous sommes les enfants du conseil municipal de Seille. Nous avons travaillé sur différents projets au cours de l'année 2024 pour divertir et aider les habitants de Seille. En effet, nous avons réalisé une activité pour le carnaval, un volet assis pour une sensibilisation au handicap. Nous avons également tenu un stand buvette et restauration en compagnie du comité des fêtes pour la fête locale de Seille. Pour la commémoration du 8 mai, nous avons lu un poème de Marlène Cohen intitulé « Je trahirai demain ». De plus, nous avons fait un quiz pour la Clean Up Day pour sensibiliser au réchauffement climatique et au respect de l'environnement, à laquelle nous avons participé. Et enfin, nous avons organisé une collecte de dons pour l'association de la Bande à Aurore, pour aider les plus démunis. Nous avons bien sûr également de nouveaux projets à venir. Une collecte de dons pour les Restos du Cœur, ainsi qu'un autre projet intergénérationnel pour rapprocher les différentes générations. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, la parole des enfants et des jeunes nous intéresse pour améliorer leur quotidien. Et pour cela, nous attachons à les écouter attentivement, que ce soit ceux du CME, mais également ceux du Centre Animation Jeunesse. Avec eux, les échanges sont nombreux, enrichissants et doivent permettre d'investir pour eux, mais surtout avec eux, selon leurs besoins et leurs attentes. Et comme vous pouvez le constater, nos jeunes élus sont enthousiastes, dynamiques et tournés bien évidemment vers l'avenir. Ils nous montrent la voie à suivre et nous enrichissent de ce dynamisme et de cet entrain. À nous de leur permettre de continuer à cette voie pour devenir les élus locaux et peut-être nationaux de demain. En ce début d'année, nous entrons dans la dernière ligne droite du mandat. Force est de constater, mois après mois, qu'il ne ressemble en rien au précédent, qu'il est vraiment très particulier. Après une succession de crises, qu'elles soient sanitaires, la crise de Covid, économique avec une inflation délirante, énergétique avec la hausse des tarifs de l'énergie, ou encore sociale, avec des équilibres remis en cause, comme avec un conflit armé aux portes de l'Europe en Ukraine, qui s'enlise, un conflit armé au Moyen-Orient qui s'étend, une montée des extrêmes partout dans le monde, mais également en France, et ça devient inquiétant. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est aujourd'hui une crise politique qui est devant nous, puis ensuite une dissolution de l'Assemblée nationale imprévisible et totalement inconsciente. Une hésitation coupable pour nommer un Premier ministre. Un déficit des comptes en nation qui dépasse les 6% du PIB. Des collectivités territoriales désignées comme en grande partie responsables de ce déficit, alors que leur part ne dépasse pas les 8% de celui-ci. Une année 2025, enfin, qui débute sans budget de l'État. Cette instabilité politique est inédite sous la Ve République, l'inconnu budgétaire également. Les annonces faites lors du projet de loi des finances 2025 sont en suspens et les collectivités territoriales devront encore attendre pour savoir le sort qui leur est réservé. Les départements, les régions, la métropole, les grandes communes comme Toulouse, Colomiers ou encore Blagnac participeront au redressement des comptes de manière directe et forte. Mais les collectivités de notre strate également, directement par des prélèvements supplémentaires et indirectement par des subventions qui viennent de l'État ou des départements qui pourraient être revues à la baisse. Au niveau local, nous avons toujours fait face, mais les limites sont atteintes. Il y a un manque de respect, un manque de reconnaissance pour notre fonction dans la manière d'agir de nos élus, aux plus hauts élus responsables politiques. Face à l'inconnu budgétaire que je viens d'évoquer, la prudence est de mise. Et c'est pourquoi, je ne vais pas vous mentir, j'ai pensé, et puis on la voit régulièrement depuis plusieurs soirs, comme d'autres collectivités, à ne pas organiser la cérémonie des vœux cette année. C'était une manière symbolique de marquer notre colère et le risque encouru par les collectivités face aux annonces gouvernementales dans le projet de loi des finances 2025. Mais en aucun cas justifié, au vu des dépenses engagées ce soir, mais les dépenses qui, par respect pour nos concitoyens qui devront participer à l'effort national, ont été diminuées de 50% par rapport à l'année dernière. Pour autant, il n'est pas question de sombrer dans la morosité ambiante. Depuis 2020, nous gérons rigoureusement la commune et nous menons une politique d'investissement ambitieuse et raisonnée. Cela nous permet d'envisager sereinement l'année 2025. Alors en 2025, nous resterons résolument tournés vers l'avenir en poursuivant nos investissements et nos aménagements de la commune. Depuis 2020, nous avons développé notre capacité à nous adapter et nous le ferons d'autant plus en 2025. Ainsi, nous resterons actifs et présents sur tous les fronts pour appliquer notre programme 2020 et mener à terme nos projets pour Seille. Nous resterons ambitieux dans le développement de la commune, tout en maîtrisant celui-ci pour préserver notre cadre de vie, améliorer le quotidien des usagers de nos services publics. Et ceci en respectant notre engagement 2020 qui était de ne pas augmenter le taux des taxes locales. Il n'y aura donc pas en 2025 de hausse des taux des taxes locales, comme c'est le cas déjà depuis 2020. Et comme je vous le disais en préambule de ce discours, c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir pu vous réunir aujourd'hui pour retracer avec vous les événements qui ont jalonné 2024 et les actions que nous allons mener cette année pour les seniors et les seniors. Avec l'équipe municipale, nous agissons au quotidien pour faciliter la vie à Seille. Nous articulons nos politiques publiques autour de plusieurs axes que sont l'aménagement de la commune, l'urbanisation, les mobilités, l'enfance jeunesse, la sécurité publique. Et bien évidemment aussi le bien vivre ensemble autour des politiques sociales, culturelles et associatives. Au niveau de l'aménagement de la commune,
Le 27 septembre dernier, nous avons inauguré la Médialudothèque, un lieu culturel ouvert à tous. Ce nouvel équipement a été pensé comme un véritable lieu de vie et de rencontre. Le nombre d'adhérents est en très forte hausse par rapport à l'année précédente. Nous comptons aujourd'hui 400 abonnés, dont 250 nouveaux depuis l'ouverture de l'équipement. Cela s'y confirme l'intérêt que suscite cet équipement pour les administrés et justifie notre choix d'avoir lancé ce projet d'un coût de 1 350 000 € que nous avons pu faire subventionner à hauteur de 75%. Cette année encore, nous y multiplierons les actions pour en faire la véritable centralité de notre offre culturelle. Nuit de lecture, soirées de jeux, exposition du Muséum de Toulouse, plumes nomades et autres activités s'inscrivent dans l'offre culturelle de 2025. Le 20 septembre, nous avons également inauguré un bâtiment comprenant 3 salles de plus, de 50 m² chacune, qui sont mises à disposition des associations. Situé en contrebas de la médiathèque, ce bâtiment, dont le coût des travaux s'élève à 640 000 €, a également été subventionné à hauteur de 75%. Ce projet permet l'accès à tous aux activités associatives et il y conclut un travail de 4 ans qui visait à ce qu'il n'y ait plus une seule salle sur la commune qui ne réponde aux obligations de l'accessibilité. C'est aujourd'hui chose faite. Durant l'année écoulée, nous avons également amélioré le quotidien des associations en généralisant la climatisation réversible sur l'ensemble des salles du pôle associatif et sur la salle Amitié. Une salle Amitié que nous avons également équipée de systèmes audio-vidéo de qualité pour pouvoir organiser les conseils municipaux. Durant l'été, nous avons repris en totalité le chauffage du groupe scolaire, supprimant ainsi le précédent système à gaz qui était défectueux. Cette modernisation des systèmes de chauffage permet de gérer leur fonctionnement à distance depuis le centre technique et réduise fortement la consommation énergétique des bâtiments. Ainsi, le coût total de ces investissements de 250 000 € sera rapidement amorti. Enfin, nous avons continué notre plan de réhabilitation du bâtiment public en intervenant sur la toiture de l'école, sur la protection in vitro de l'église, ou encore en rénovant l'éclairage des stades de foot et de rugby et les équipements en LED. Cette rénovation de l'éclairage s'inscrit dans la réhabilitation complète de l'éclairage public, lancée en 2022, qui nous a permis de diminuer les consommations électriques en 2024 de manière significative et ainsi amortir l'augmentation des coûts de l'énergie. En 2025, les aménagements vont se poursuivre, avec 2 gros chantiers qui vont être lancés. En début de semaine, les travaux de réhabilitation de la place de Roaldès ont débuté. Prévus pour durer 4 mois, ils vont permettre de sécuriser les déplacements et rendre une grande partie de celle-ci aux piétons, avec la création d'un grand parvis devant les équipements publics que sont la crèche, le RPE, la médiathèque et la mairie. Ce projet va permettre de désimperméabiliser la place. Ce seront ainsi 600 m² sur les 2500 m² de l'emprise du chantier qui vont être rendus perméables et ainsi participer à la politique de rafraîchissement des espaces publics. Anticipant cette réhabilitation, nous avions déjà rénové en totalité les façades du RPE et de la médiathèque. Le chantier permettra aussi de réhabiliter l'éclairage public en le passant en LED. C'était le seul secteur de la commune non encore rénové à ce jour. On peut dire aujourd'hui que 100% de la commune est rénovée en LED. Le coût total des travaux s'élève à 580 000 € à la charge entière de la commune. La deuxième partie de l'année sera consacrée à la réalisation d'un giratoire en lieu et place du croisement où vous êtes passé tout à l'heure à feu, à l'intersection de la RM2 et la RM64, plus communément appelée route de Grenade, route d'Aussonne. C'est un aménagement qui va fluidifier en partie et sans réduire bien évidemment le trafic sur cet axe routier. Mais surtout, c'est un aménagement qui va sécuriser la traversée piétonne de la RM2 en direction du complexe sportif et de l'école. Il permettra aussi de sécuriser l'accès piéton et cyclo vers les logements de la plaine qui viennent d'être livrés. Ce projet d'un coût de 1 600 000 € est porté en totalité par la métropole. Je le répète souvent, et je le fais encore aujourd'hui, appartenir à la métropole est une richesse, même si parfois cela nous contraint dans certains domaines. Les chiffres avancés ce soir parlent d'eux-mêmes. Ces aménagements sont rendus possibles parce que nous sommes l'une des 37 communes de la métropole, et plus particulièrement parce que nous avons la chance de dépendre du territoire ouest de cette même métropole. Je souhaite ce soir mettre en avant l'accompagnement technique qui en découle et en profiter pour remercier très sincèrement les agents et les techniciens toujours disponibles et de très bons conseils.
Alors, certains sont là, je les ai aperçus de tout à l'heure, d'autres je ne les ai pas encore revus. Madame Christelle Parera, Monsieur Christophe Thomas, vous ferez passer le message à ceux qui ne sont pas là, Emmanuel Franco, Julien Lové, Toki Rarinossi et Alain Digne, merci. Merci pour votre aide et pour permettre que les projets lancés répondent aux besoins des usagers. Le second semestre devrait aussi être l'occasion de lancer la réalisation de la zone de ludo-sportive au sud de la commune Chemin de Percé. Cette zone qui s'étend sur 7000 m², très arborée, avec plus de 100 arbres qui seront plantés, abritera plusieurs espaces dédiés à des activités différentes, comme entre autres une aire de jeu principale avec du mobilier pour l'éveil des plus jeunes, un espace avec du mobilier pour les personnes à mobilité réduite, un espace avec des tables de jeu, style ping-pong ou jeu de dames, une aire de fitness, une aire sportive avec un pun track, un skatepark et encore un terrain sportif, et enfin une aire de pique-nique. Je dis devrait, car c'est le seul projet qui pourrait être reporté de quelques mois si les contraintes financières liées à l'instabilité budgétaire évoquée précédemment étaient trop fortes. Nous n'envisageons pas pour autant cette possibilité et pensons que le projet verra bien le jour en 2025. Les dossiers de subvention sont déjà déposés, fonds vert, DETR, mais leur traitement ne pourra se faire qu'après l'adoption de la loi des finances 2025. Le coût estimé des travaux est de 1 million d'euros, avec un taux attendu de subvention à hauteur de 80%. Enfin, nous allons aussi engager des investissements moins conséquents en 2025, mais tout aussi importants, comme entre autres la rénovation complète du chauffage et des bâtiments du complexe sportif Jean Caval, la protection des derniers vitraux de l'église restant à faire avant qu'on puisse engager la rénovation de l'intérieur, et la mise en service d'une troisième zone d'éco-pâturage dans le bois de la Vieille Côte, où seront prochainement, dans les jours qui viennent, positionnés les moutons. Alors au niveau de l'urbanisation de la commune, comme ses voisines, c'est une commune d'agglomération toulousaine qui grandit. Nous sommes inscrits dans le dynamisme démographique de la métropole et engagés à participer à l'accueil des 9000 nouveaux arrivants chaque année sur la métropole toulousaine. En accord avec nos engagements vis-à-vis des Séillois et des Séilloises, nous accompagnons cette évolution pour la maîtriser. La mixité sociale et la mixité de type de logement qui en découle est une richesse si elle est acceptée par tous et nous nous y employons. Depuis 2020, les différentes livraisons de logements ont permis la mise à disposition de 150 logements sociaux. Pour rappel, il y avait 4 logements sociaux sur la commune en 2020. Ainsi, nous visons à rattraper le retard et à répondre à nos obligations et à éviter une sanction financière dans quelques mois lorsque nous passerons le cap des 3500 habitants. En 2024, ce sont environ 130 logements qui ont été livrés, donc 85 logements à proximité sur la plaine, à proximité centre ancien. Il y a aussi eu le lancement du projet Angelotti en face de Olvis qui comptera 65 logements et qui devraient être livrés fin 2025 ou début 2026. Cette année, l'urbanisation va se concentrer sur la ZAC Lobis avec le démarrage de 2 projets pour 180 logements qui seront livrés en 2028. Ces projets marqueront le quartier puisqu'ils englobent la centralité de celui-ci avec des commerces de proximité et une halle. Enfin, nous devrions valider fin 2025 un permis de construire pour l'implantation d'une résidence senior avec une crèche et une salle de quartier sur l'Obis. Mais dépourvu de règles collectives depuis 2021 et l'annulation du PLUH, plan local d'urbanisme intercommunal et habitat, les 12 derniers mois nous ont permis de relever les défis avec les autres communes de la métropole. Présenter un nouveau PLUH à l'unanimité des 37 communes. C'est chose faite. L'enquête publique est en cours depuis le 2 janvier, se terminera le 13 février. Le PLUH devrait être applicable en 2025, fin 2025. Les services et les élus en charge de l'urbanisme ont dû s'employer pour y parvenir. Et je souhaite ce soir remercier la UAT et la métropole qui nous ont épaulés pour l'application de ce PLUH au niveau local. Mais je tiens aussi à remercier tout particulièrement 2 personnes qui ont géré ce dossier au niveau de la commune. Pascal Aupetit en tant qu'adjoint en charge de l'urbanisme et Gertrude Navarro en tant que responsable de notre service urbanisme. Ce document reprend l'ensemble des règles qui encadreront les opérations d'urbanisme à venir en prenant en compte les particularités de la loi climat et résilience avec son volet ZAN qui restreignent drastiquement nos capacités à urbaniser et à nous étendre. De fait, nous avons dû abandonner notre projet de développement économique au sud de la commune en allant vers le mythe
et plus difficile encore à accepter pour certains propriétaires, nous avons dû fermer le droit à construire sur des parcelles privées. Ces règles sont dures et c'est de notre responsabilité. Nous avons dû, en accord avec nous, en accord ou non avec ces règles, mais c'est notre responsabilité de les appliquer. Nous assumons, et j'assumerai cela devant les Séillois. Néanmoins, et ce sera mon petit coup de colère pour ce soir, il en faut toujours un petit, la règle ne s'applique pas pour tout le monde et je ne peux me résoudre à l'accepter. Je pense ici aux gens du voyage, et ceci sans remettre en cause leur mode de vie que je respecte, je ne voudrais pas que mes paroles soient déformées. Je suis satisfait que nous ayons pu obtenir au mois de novembre la fermeture de l'aire d'accueil située impasse Grand-Foyer, qui était devenue une zone de non-droit et une décharge à ciel ouvert. Depuis, ce sont des tonnes de déchets qui ont été retirés aux alentours. Il reste maintenant à dépouiller les lieux, à remettre l'air en état pour lui redonner sa fonction première. Ceci devrait être fait pour 2026 ou 2027. Cette fermeture va nous permettre de rénover les jardins partagés sur lesquels nous allons devoir engager des travaux rendus nécessaires par les intrusions régulières des gens du voyage. Ainsi, nous pourrons au printemps rendre aux jardiniers un lieu où ils pourront assouvir leur passion. Mais il reste le cas de la cabanisation en cours sur la commune le long du chemin de Percé, avec une famille de CFI installée sur une parcelle qu'ils ont achetée à une famille séilloise, dont je tairai le nom. C'est une installation illicite, sans aucune autorisation, et au détriment de toutes les règles d'urbanisme et de droit auxquelles nous astreignons les autres administrés. En effet, cette parcelle est située en zone naturelle et de compensation, une classification qui n'autorise aucune installation ou construction. En la matière, mon champ de compétences est limité. Depuis 10 mois, tous les procès-verbaux, des arrêtés de délit d'urbanisme ont été pris et je demande très régulièrement au préfet de procéder à l'expulsion. Mais rien ne bouge, les services de l'État restent muets. Alors, pour cela, si nous souhaitons vivre ensemble, et si j'ai un mot à formuler pour 2025, c'est que la règle s'applique pour tous, en urbanisme comme ailleurs, et pour tout le monde de la même manière. Ces personnes m'ont menacé, mais je ne reculerai pas. Je n'accepterai jamais que certains puissent agir en toute impunité. Et je continuerai à me battre pour cela. J'en appelle donc encore ouvertement et publiquement au préfet et au service de l'État pour agir et enfin décider. Au niveau de la mobilité, permettre aux citoyens de se déplacer plus facilement, c'est améliorer leur quotidien. Pourquoi le sujet de nos mobilités est essentiel. Il doit rester au centre de nos préoccupations et guider nos actions. Nous savons qu'il n'y a pas de solution magique et nous réalisons tout ce qui peut l'être, mois après mois. À la fin du premier trimestre dernier, l'ère de covoiturage a été mise en service. Elle fait partie d'un maillage qui tarde à prendre forme sur le secteur, mais elle commence lentement à jouer son rôle. Le coût des travaux de 400 000 € a été porté intégralement par la métropole. Le développement des mobilités douces est aussi l'actualité avec le premier secteur du réseau Express Vélo, le REP 1, qui va être livré d'ici fin février. Il permettra ainsi de relier en vélo Seille à Toulouse et permettra surtout aux jeunes de rejoindre le collège de Beauzelle et le lycée de Blagnac à vélo en toute sécurité. Nous avons profité de ces travaux pour reprendre le réseau fluvial sur toute la longueur. Le coût total des travaux de cette section sur Seille est de 2 millions d'euros, porté par la métropole avec seulement 100 000 € à la charge de la commune, représentant l'abrissement des réseaux. D'ici la fin du mandat, les études seront terminées pour envisager le prolongement du REP jusqu'au rond-point de l'Europe. Et par ailleurs, la liaison cyclable entre Seille et l'Espinasse devrait être réalisée. D'ici cet été, et dans le même esprit de sécuriser les déplacements, mais aussi de ralentir la vitesse des voitures, le chemin Papou va être transformé en chaussée doux. Ces aménagements ne changeront malheureusement rien aux interminables bouchons que nous connaissons matin et soir, et même en journée aujourd'hui. Pour cela, il faut le contournement de Seille, qui s'inscrit dans le projet plus large qu'est la traversée Nord-Garonne. Je peux vous assurer que je suis très engagé sur ce projet et que je suis convaincu qu'il doit être pensé au niveau des territoires, bien au-delà des limites de la métropole. C'est pourquoi, dans le cadre de la délégation qui m'a été donnée au sein de celle-ci pour suivre ce dossier, et soutenu par le député en circonscription Jean-François Portarieux, j'ai rencontré depuis un an l'ensemble des maires, ceux du nord et du nord-ouest de la métropole, bien sûr, mais aussi ceux du Frontonnais et des Hauts-Tolosa.
Ainsi, un accord politique a été trouvé et nous sommes 51 maires, tous bords politiques confondus, à avoir validé le tracé que nous souhaitions retenir et à avoir co-signé un courrier invitant les deux présidents du département et de la métropole à retenir le tracé dit historique. Un premier pas, un petit pas certes, mais le premier pas depuis 40 ans où rien n'était fait. Aujourd'hui, la décision appartient au président de la métropole, Jean-Luc Moudin, qui rencontrera prochainement les maires concernés. Et une concertation publique pourrait être lancée en 2025. Ce serait officiellement le lancement du projet. Au niveau de l'enfance-jeunesse, comme je l'ai souligné au début de mes propos, il est de notre responsabilité d'écouter les jeunes et de mettre en place des politiques publiques qui leur permettent de découvrir, d'apprendre et de s'épanouir. Nous avons fait le choix depuis plusieurs années déjà de déléguer le service à petite enfance et d'animation à des délégataires de services publics. Nous travaillons main dans la main avec eux et considérons ces services comme des services municipaux. Je remercie les représentants des deux prestataires, Loisirs, Éducation et Citoyenneté Grand Sud, LEC pour l'animation, et People and Baby pour la crèche, avec qui les échanges sont toujours très riches. Notre confiance envers leur professionnalisme et leur engagement est totale. Merci à eux. Pour la petite enfance, nous accompagnons aussi les assistantes maternelles au quotidien. Garantes d'un mode de garde différent, elles bénéficient des services du relais petite enfance que nous mettons à leur disposition. Et c'est en ce sens que nous avons signé avec la CAF, un partenaire privilégié, le 5 décembre dernier, le renouvellement de la Convention territoriale globale, la CTG, qui est l'opportunité de réaffirmer l'engagement de la collectivité de Seille en faveur de l'enfance et de la jeunesse et de la petite enfance, et d'élargir le projet de territoire aux dimensions familiales et sociales, de l'accès au droit jusqu'au lien social et à la parentalité dans une démarche participative. Notre offre de services est bien développée, notamment grâce à l'implication de notre service enfance et jeunesse qui joue un rôle central dans la dynamique de notre ville. Ce service fait le lien entre les groupes scolaires publics et privés et déploie des actions innovantes, y compris auprès du collège de Beauzelle. Je me félicite de l'investissement et de la participation des groupes scolaires Léonard de Vinci et de celui d'Annonciation aux actions portées par la commune, que sont par exemple la semaine de l'enfance ou la journée olympique. Mais comment parler enfance-jeunesse sans parler éducation? Je vous l'ai dit, nous mettons tout en œuvre pour que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions, dans un bâtiment bien chauffé ou bien réfrigéré, avec une équipe d'animateurs compétente et dévouée, avec du matériel pédagogique dédié à chaque classe. Mais qu'en serait-il s'il n'y avait pas une équipe d'enseignants pour qui l'intérêt de l'enfant est la priorité? C'est le cas à Seille, je remercie l'ensemble de l'équipe pédagogique à laquelle j'associe les ASEM et les AESH, mais aussi les agents municipaux en charge de la restauration scolaire. Il me serait difficile de louer ces efforts sans faire cas de la fermeture d'une classe que nous avons subie à la rentrée de septembre. Notre action et celle des enseignantes n'ayant pas suffi, les services de l'éducation nationale ont validé cette fermeture sans considérer la livraison des logements que nous attendions pour la fin d'année et l'arrivée de nouveaux élèves qui allaient l'accompagner. Monsieur Simon, vous êtes dans la salle, je m'adresse donc à vous. J'ai beaucoup de plaisir à chaque fois à partager avec vous, mais j'en appelle à vous pour défendre la réouverture de la classe en septembre prochain, pour éviter d'avoir des effectifs à 30 élèves que nous approchons dans les jours qui viennent. Je pense qu'on y sera bientôt. Ce n'est pas de votre responsabilité la fermeture, vous la subissez, on l'a subi, mais essayons ensemble de gagner la réouverture de cette classe. Ce volet en face jeunesse est essentiel et je remercie Nadia Lopez, ma première adjointe, de suivre tous ces dossiers avec beaucoup de minutie. Au niveau de la tranquillité publique, parce que lutter contre tous les types de violences est un travail de tous les instants. Après avoir renforcé la police municipale, amélioré son équipement et armé cette dernière en début de mandat, nous avons durant cette année multiplié les actions de prévention auprès des jeunes, au sein des groupes scolaires, mais également des associations. Ceci en collaboration avec les officiers de la gendarmerie et de la maison de la protection des familles, que je remercie pour leur disponibilité. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, nous sommes inscrits dans des actions mises en place par la métropole et nous avons organisé une conférence de débat au mois de novembre pour sensibiliser sur cette cause qui doit rester prioritaire. Pour permettre d'accueillir les personnes victimes ou témoins d'un harcèlement de rue ou plus largement d'un sentiment d'insécurité ou de violence,
nous aurons avant l'été mis en place le dispositif Demandez Angela sur la commune. Ce dispositif permettra de créer un réseau de lieux refuges en partenariat avec les commerces et les établissements publics qui seront identifiés par le sticker « Ici, demandez Angela ». La tranquillité publique, c'est l'affaire de tous. Depuis 2014, le dispositif Voisins solidaires est en place sur la commune. Notre objectif est de développer cette année sur les nouveaux quartiers que sont l'Aubis et la Plaine. Une matinée destinée à cela sera organisée le samedi 25 janvier en partenariat avec la brigade de gendarmerie de Beauzelle. Enfin, pour compléter les dispositifs visant à sécuriser les lieux publics, nous avions mis en service la première phase de vidéoprotection il y a quelques semaines. Les autres phases d'installation seront échelonnées en 2025 et 2026 selon les budgets qui seront disponibles. Ainsi, le maillage avec les communes voisines sera opérationnel et permettra une protection accrue de notre territoire. La tranquillité publique, c'est aussi la sécurité sur la voie publique. C'est en ce sens que depuis plusieurs années, depuis 3 ans maintenant, l'ensemble du réseau routier communal est limité à 30 km/h, voire à 20 dans certains secteurs. Seul la RM2 est encore limité à 50 km/h. Malheureusement, comme partout, certains automobilistes pensent pouvoir s'exonérer de ces obligations. Aussi, pour freiner leurs ardeurs, nous allons procéder à des contrôles fréquents et réguliers, contrôles bien sûr verbalisants, sur les secteurs sensibles que sont le chemin de Persin, l'allée des Tricheries, le chemin Papou, l'allée des Camps de Catis ou encore le quartier de la Maisonneraie à compter du mois de février. Et pour vivre assez ensemble alors, quand on a eu tout cela. Comme vous pouvez le constater, nous tâchons de donner les moyens aux CIOises et aux CIOis de bien vivre à Seille. Néanmoins, ce serait bien si on ne donnait pas les moyens aux habitants de la commune de se retrouver, d'échanger et de partager des moments de convivialité. C'est pourquoi nous menons une politique en faveur des associations. Le monde associatif est très riche. Il compte plus de 2500 adhérents, dont 300 bénévoles, en charge des activités proposées, qu'elles soient sportives, culturelles ou à caractère social. Nous nous sommes engagés auprès des bureaux des 25 associations à ne pas réduire en 2025 le montant des subventions allouées précédemment. Nous tiendrons cet engagement. Nous reconduirons les formations destinées aux dirigeants, comme la gestion financière d'une association, les risques liés à l'engagement bénévole, les codes d'une bonne communication. Nous continuerons à rénover les salles mises à disposition pour une meilleure pratique des activités. Je souhaite ce soir profiter de ces moments pour remercier l'ensemble des bénévoles qui font vivre les associations CIOises et qui permettent à leurs adhérents de profiter d'une offre associative riche et variée. Nous menons aussi une politique culturelle pour tisser du lien social. Agir pour l'accès à tous à la culture, c'est favoriser un modèle de société plus équitable et plus inclusive. L'émancipation par la culture aide à devenir indépendant, à se faire sa propre idée des choses et elle valorise la créativité de chacun d'entre nous. C'est donc bien un axe essentiel de nos politiques publiques. Le socle de notre offre culturelle 2025 passera, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la média ludothèque, mais aussi par l'organisation de représentations théâtrales, de salons et d'expositions. Le comité des fêtes participe à cette offre par l'organisation de soirées à thème comme la soirée cabaret ou la soirée harmonie. Je remercie très sincèrement le bureau du comité des fêtes, très actif, et l'ensemble des bénévoles qui se mettent au service des autres ces jours-là. En 2025, ce sera aussi l'occasion de revaloriser la 2e édition de CEIA qui met à l'honneur les artistes de la commune, qu'ils soient peintres, sculpteurs, mosaïstes, écrivains et bien d'autres encore. Enfin, nous menons aussi une politique sociale pour les personnes dans le besoin ou en difficulté. C'est une mission que nous menons bien évidemment au quotidien pour tenter de ne laisser personne au bord de la route. Je rappellerai que le CCAS accompagne aussi dans leur démarche en ligne ceux qui sont en rupture avec ces technologies pour monter des dossiers de demande sociale ou des demandes de logement. Je réaffirme ici aussi l'engagement de la commune dans les défis d'égalité et d'inclusion, l'accès aux droits pour tous et de cela. Ainsi, des ateliers d'informatique et de français sont proposés pour accompagner les personnes en difficulté, mais aussi des ateliers de cuisine avec Nutrimania, un réseau de diététiciens et nutritionnistes spécialisés dans la nutrition et l'alimentation pour les personnes âgées.
Le conseil d'administration est composé d'élus, que je remercie, dont Mme Lucienne Emery-Bousquet, sa vice-présidente, que je remercie tout particulièrement pour son développement le plus complet. Il est aussi composé de membres non élus qui s'investissent eux aussi sans compter, que ce soit à l'occasion du repas des aînés, de la veille en cas de forte chaleur, ou encore lors du plan grand froid pour suivre les personnes à risque par exemple. Je les en remercie ici collectivement. Réussir à planifier l'engagement de la commune, c'est donc un travail collectif. Et je veux remercier ceux qui y travaillent au quotidien avec moi. Je pense bien évidemment à l'équipe municipale qui m'entoure, toujours prompte à agir et à se rendre disponible, les élus en majorité bien sûr qui s'investissent sans relâche, mais aussi ceux de l'opposition avec qui le dialogue est permanent et avec qui on peut échanger régulièrement. Le fonctionnement d'une collectivité dépend donc de nombreuses personnes. Ce sont autant de partenaires qui nous permettent de mener à bien nos actions et que je vais prendre le temps de citer et remercier. Je remercie par avance ceux que j'oublierai de bien vouloir m'en excuser. Les forces vives de la commune, bien évidemment, sont des partenaires essentiels. Professions libérales, commerçants et artisans participent activement à la dynamique locale. Je remercie ces acteurs-là, ces acteurs locaux, qui offrent toujours le meilleur accueil. Je n'oublierai pas non plus les commerçants du marché de plein vent dominical qui va fêter prochainement son 3e anniversaire. La mise en route est difficile, parfois chaotique, mais nous pouvons compter sur quelques fidèles commerçants qui nous maintiennent en flot. 2 d'entre eux sont présents ce soir, messieurs Dominique et Bélincem, je vous remercie vivement de votre confiance. Je souhaite aussi parler des membres non élus des comités consultatifs, qui sont des partenaires engagés. Je remercie toutes ces personnes et tout particulièrement les membres du comité consultatif patrimoine, qui vous permettent de suivre l'histoire de notre commune dans le CEIMAG. Mesdames Giuliani et Madame Bousquet, Messieurs Torres, Ramondo et Poiraz, merci pour votre engagement et vos recherches riches d'enseignement. Enfin, comment citer les partenaires sans citer le département? Pour aménager et équiper la commune, il est un partenaire financier essentiel. Il investit sur le territoire au bénéfice des habitants en subventionnant de manière conséquente nos projets. Nous espérons seulement que la majorité de ces aides perdureront malgré le contexte financier difficile. Je remercie vivement son président Sébastien Vincini au travers de nos conseillers départementaux présents ce soir. Et enfin, je ne saurais terminer ces remerciements sans m'adresser à tous les agents municipaux qui permettent la mise en œuvre de nos politiques publiques. Et si j'oserais, je dirais, je ne le dis pas par politesse ou par condescendance, je le dis simplement parce que je pense sincèrement qu'on a la chance d'avoir des agents municipaux de qualité. Les finances sont saines, la commune bien entretenue, la sécurité y est assurée, la communication est performante et enfin l'accueil des usagers est toujours assuré avec le sourire. C'est sans aucun doute le fruit du professionnalisme et de l'engagement de nos agents pour le service public, trop souvent décriés. Chers agents, je vous remercie très chaleureusement de votre engagement pour la commune. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de clôturer cette prise de parole. Et j'ai peut-être été un peu long, je m'en excuse, mais je me suis retenu de dire tout ce que j'avais à dire. Mais à mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous les meilleurs vœux de santé d'abord et de réussite pour cette nouvelle année. Bonne année 2025. Alors, avant de passer au moment agréable de la soirée, parce que si vous écoutez le maire parler sur une chose, le moment agréable, c'est maintenant qu'on a la chance de le partager. Il y a 2 ans, on avait remis une médaille d'honneur, l'an dernier, une autre. Cette année, il y a une personne que je souhaitais mettre à l'honneur. Alors, Jean Coraz, si tu veux bien venir me rejoindre. Vous pouvez remarquer qu'il est aussi beau en réalité que sur la photo.
Alors Jeannot est arrivé à Seille en 1951, il avait 3 mois. Seille comptait 200 habitants. Ça a un petit peu changé depuis. Il n'a jamais quitté la commune, qu'il a su faire aimer à ses connaissances, et puis je suis témoin, parce que si j'habite à Seille, c'est grâce à lui, où j'ai découvert un endroit où je pensais pouvoir continuer à m'installer pour vivre, c'est avec Jeannot, donc on s'est connu avant même d'habiter. On était les grands sportifs. La petite anecdote, je vais vous dire, on avait prévu d'organiser des sorties vélo tous les dimanches. La première dimanche, on a fait une sortie vélo, on a fait un petit apéritif derrière un bon repas. Et à partir du dimanche suivant, on ne faisait plus que l'apéritif et le repas. Parce qu'il y avait Michel avec nous, et qu'elle aurait eu des très bons repas, qu'on partageait avec Lionel, bien sûr, qui est ici aussi, et avec Myriam, on est tous. Donc, dès l'âge de 12 ans, Jeannot, scolarisé à l'école à côté de la mairie, a pris en charge la coopérative scolaire. Ensuite, il va travailler un temps à Fenouillet, un temps à Seille, chez même Papou, avant de partir au service militaire à Albi, à Montauban. Vous voyez le voyage. Au retour, il trouvera un emploi au CHU Turpan avant de revenir travailler à Seille, derrière la barre de Trécherie, où travaillait Michel, son épouse, qui le bar lui appartenait. Puis, il est rentré à la mairie, où il entra le 1er juillet 1993, pour y passer 18 années en tant qu'agent des services techniques et prendre une retraite bien méritée le 29 juin 2011. Vous avez pu noter quand même que Jeannot est un grand voyageur. Il est allé jusqu'à Albi. Heureusement que le rugby, parce que ça a été aussi longtemps un dirigeant de rugby à Blagnac, que le rugby l'a fait voyager bien plus loin. Plus sérieusement, vous pouvez constater qu'il est toujours resté fidèle à son village, où il a consacré beaucoup de temps. Au fil des ans, Jeannot a été garde-chasse, trésorier du comité des fêtes avec qui il organisait les courses Solex, le Grand Prix de Seille, membre du bureau de la pétanque et du football, mais aussi conseiller municipal de 1977 à 1989, quand Jeannot Caval était maire. Aujourd'hui, Jeannot est encore actif, président du club de l'amitié, membre du CCAS, membre du conseil consultatif patrimoine. Et avant tout, toujours plus, Jeannot est seillois. Jeannot, Seille te dit merci. Ceux qui te côtoient et te connaissent ta simplicité, ta générosité. Et c'était vraiment un grand honneur pour moi de te remettre ce soir la médaille de la terre. J'ai eu la faiblesse de demander à Jeannot s'il voulait dire un mot. J'ai été long, mais là, préparez-vous. Alors, je ne vais pas être long. Pour moi, c'est un grand plaisir de recevoir de la ville de Seille la médaille. Je suis très ému et heureux en même temps. C'était une surprise pour moi. Merci. Une autre petite anecdote, ne croyez pas que c'est vrai, mais souvent, quand Jeannot se présente, si vous le croisez, vous pouvez lui dire Monsieur le maire des Trécheries. Parce que c'est le roi des Trécheries. Merci Monsieur le maire des Trécheries. Bonne soirée à tous. Je vous invite à partager